en direct du mine de Marseille, où nous avons parlé d'agriculture et de relance. Et on va rester sur ce sujet de la relance en parlant de quel financement pour quelle relance, avec que des banquiers. Richard Curnier, bonjour, vous êtes le directeur régional de la Banque des Territoires. Bonjour. Bonjour. Nicolas Magentis, vous êtes le directeur régional de BPI France, le cousin de Monsieur Curnier, si je puis dire les choses ainsi. C'est ça. Nous sommes venus en famille, Laurence. C'est très bien. Et on est très content d'accueillir Alain Dumort, qui est le représentant de la Commission européenne à Marseille. Bonjour. Parce qu'on sait que l'Europe a joué et jouera encore un rôle important dans la relance, et on va en parler tout à l'heure. Et elle n'est pas avec nous, mais elle est avec nous d'une autre façon, en tout cas en distanciel, pour reprendre un terme qu'on a beaucoup utilisé ces dernières années. Fanny Jérôme, qui est la directrice générale adjointe du réseau France Active. Bonjour. Elle n'est peut-être pas encore connectée. Elle est là. Très bien. On a parlé avec la présidente Martine Vassal à l'instant de la relance et notamment du financement. Martine Vassal espère avoir 3,9 milliards d'euros. Je vous tourne vers vous, Richard Curnier, parce que le plan de relance, 26 milliards d'euros, 3,9 pour Aix-Marseille-Provence. C'est quoi les enjeux ? Bon, c'est beaucoup. Hein. Bon, on ne va pas tout financer parce qu'il y a également l'Europe. On y viendra, absolument. On y reviendra, mais il y a beaucoup de financement. Moi, ce que je voulais dire, si vous permettez, c'est le plan de relance de la Banque des Territoires. Donc, c'est un plan de relance de 26 milliards d'euros. Et puis le groupe Caisse des dépôts, mais je laisserai mon collègue Nicolas sur la partie BPI, mais ça fait beaucoup d'argent que le groupe Caisse des dépôts met sur la table sur le plan de relance. Banque des Territoires, c'est 26 milliards. C'est 26 milliards sur plusieurs thématiques. Hein, le tourisme. On peut en parler, oui, effectivement. Voilà, oui. donc c'est plusieurs, c'est à peu près 7 axes. Hein. C'est le tourisme, c'est le commerce, la réindustrialisation, c'est le médico-social, c'est le déploiement du très haut débit. On a bien vu que pendant cette crise, et notamment pendant les périodes de confinement, que le très haut débit est un élément important pour travailler de chez soi. Et puis ces deux axes forts, le logement. Et on a été un acteur important dans le logement avec le plan de 40 000 VFA opéré par notre filiale CDC Habitat qui a beaucoup acheté en VFA auprès des promoteurs. Et puis la transition écologique et énergétique. Et moi, je suis très content d'être ici au Ménez-en-Avaux puisqu'il y a un beau projet, un vrai projet de développement qui allie à la fois la mobilité, à la fois les circuits courts, la production d'électricité sur des panneaux photovoltaïques, de l'hydrogène. Un vrai sujet ici au Ménez-en-Avaux. Et donc, on travaille de concert avec les équipes du mine. Et je sais que Marc Dufour nous en a beaucoup parlé ce matin. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Effectivement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de transition énergétique et écologique dans le plan de relance. Mais je reviens sur les sujets notamment du logement et du très haut débit. Vous l'avez dit, hein, c'est vrai que tout ce qui est... on en parlera d'ailleurs en fin de matinée de tout ce qui est hyper-connectivité du territoire. Il y a encore des zones blanches. Comment est-ce que la relance peut aussi peut-être... on parlait également avec la présidente de la FNSEA sur l'alimentation, de mettre l'alimentation, la bonne alimentation à la portée de tous. Comment on met le numérique et le haut débit à la portée de tous dans la relance ? Alors déjà, vous avez parlé de logement et je parlerai du très haut débit. Donc sur le logement, en fait, vous savez que nous sommes le financeur du logement social. On fait à peu près 1 milliard de financement auprès des bailleurs régionaux. Le bailleur social est un acteur contracyclique. Et donc, nous, on essaie d'apporter des financements justement à ces bailleurs, des financements très long terme. Et vous le savez, mais l'argent que nous prêtons, ce n'est pas le nôtre, c'est l'argent de l'épargnant, c'est l'argent du livret A. Et donc, avec cette crise, nous avons eu plus de 50 milliards de collectes que nous avons enregistrées sur la période 2020. Et donc, cet argent, il faut qu'on le redistribue. Et en fait, on le transforme sur des durées très long terme auprès des bailleurs. Donc, on a mis en place des dispositifs de préfinancement, de différé d'amortissement pour permettre justement aux bailleurs sociaux, aux organismes HLM, en gros, de renforcer l'euro de bilan et de façon à ce qu'ils construisent plus, qu'ils achètent plus, de façon à ce qu'ils puissent entraîner aussi toute la filière du bâtiment. Donc ça, c'est le premier élément sur le logement. Et puis notre filiale, encore une fois, les 40 000 logements au niveau national, CDC Habitat en a acquis à peu près 8 000 logements auprès des promoteurs régionaux. Donc c'est quand même un élément important. Et puis sur le très haut débit, alors c'est vrai qu'il y a des zones blanches encore, des zones blanches. C'est le littoral, je vais dire, on est assez confortable puisque l'opérateur historique, mais d'autres opérateurs aujourd'hui ont fibré. On essaie de travailler dans ces zones des territoires un peu plus reculés, notamment ruraux, sur lesquels aujourd'hui ça commence à fibrer, à se raccorder, mais c'est long parce que c'est du rural et donc c'est forcément beaucoup plus long que dans les zones urbaines. En fait. Donc, les collectivités viennent vers vous assez
j'allais dire de façon naturelle, parce qu'il y a des opérations comme Cœur de Ville, notamment, qui vous amènent à collaborer au plus près avec eux sur, on va dire sur des quartiers précis. Dans la relance, le rôle de la Banque des territoires et des collectivités, c'est un dialogue plus renforcé. Alors, on avait déjà des relations quand même Mhm. très étroites avec les collectivités, puisque en fait, c'est nos clientèles. C'est ça. Mais moi, j'ai envie de dire qu'on travaille avec les métropoles, c'est vrai, beaucoup avec les métropoles, mais aussi avec les collectivités locales, les petites collectivités et les collectivités moyennes. Alors, les collectivités moyennes, vous avez qu'il y a un programme, Oui. c'est Action Cœur de Ville. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 13 collectivités sur lesquelles on accompagne massivement en ingénierie de projet. En fait, ce qui manque, c'est l'ingénierie de projet. Et donc, le fait de passer de l'idée au projet, le maire a besoin de fonds pour l'aider justement à définir son projet, à affiner son projet. Et une fois que le projet il est à peu près stabilisé, eh bien, on le finance. Soit on le finance en tant que banquier, financement de long terme, puisqu'on peut aller sur des financements de 50 ans, vous voyez, donc financement très long terme. Alors c'est pour financer naturellement de l'eau, l'assainissement ou le transport, ou c'est des durées d'infrastructure, ça s'amortit sur du long terme. Et puis, ou alors de l'investissement, c'est ce que nous avons fait à Brignoles par exemple. On a travaillé en étant actionnaire d'une petite foncière commerce qui va acquérir des locaux commerciaux vides, vacants, qu'on va faire des travaux, qu'on va remettre sur le marché à des niveaux de loyer tout à fait acceptables. Ça, c'est les actions cœur de ville. Et puis il y a les petites villes de demain. C'est un programme tout nouveau, un programme de l'État que nous soutenons massivement aussi, avec beaucoup d'ingénierie de projet, encore une fois, pour permettre justement à ces collectivités locales de pouvoir sortir des projets et que nous puissions intervenir soit en financement, soit en investissement avec des acteurs privés. C'est vrai que nous, on a cette capacité d'établissement public d'être à la fois, j'ai envie de dire, mi-privé, mi-public, et donc à la fois travailler avec la sphère publique, mais aussi travailler avec des opérateurs privés. Donc les collectivités sont évidemment à la manœuvre de la relance, mais il y a aussi les entreprises. Et pour le coup, c'est aussi le rôle de BPI France d'accompagner les entreprises. Le plan de relance ne se réussira, on l'a déjà dit, que si les entreprises arrivent à s'en emparer et n'hésitent pas à y aller. Il y a quelques chiffres qui nous ont été donnés par le préfet à la relance, qui devait être avec nous ce matin et qui ne peut pas pour un devoir de réserve, et qui a donné des chiffres qui sont assez intéressants, où finalement, les entreprises y vont, mais est-ce qu'elles y vont suffisamment ? Et quel type d'entreprise y va aussi ? Parce que les grandes entreprises vont peut-être très facilement, les TPE sont peut-être encore trop hésitantes. On entend toujours subventions. Et la relance, ce n'est pas forcément les subventions. C'est aussi des accompagnements en garantie, c'est des accompagnements en financement direct, parfois à taux bonifié, parfois avec des maturités de crédit long. C'est des accompagnements du dirigeant en direct pour l'aider à sortir la tête du guidon et à y voir plus clair. Donc voilà, la relance, pour les entreprises, c'est tout un tas d'accompagnements. Au travers de la création et l'entrepreneuriat également. Il y a des outils pour la relance, au travers de prêts de trésorerie, et puis au travers de notamment des appels à projets, c'est ce que vous souhaitiez évoquer, qui sont au nombre de 4 sur le territoire. Donc il y a territoire d'industrie, qui est le régional de l'étape, effectivement, et puis des appels à projets plus nationaux. Effectivement, au début de ces appels à projets, très rapidement, des entreprises s'en sont saisies parce qu'elles ont l'habitude, tout simplement, d'aller chercher de la subvention, d'aller déposer des dossiers. Et malheureusement, trop de TPE, PME, qui composent la majorité des entreprises de notre territoire, n'ont pas osé se lancer. Mais aujourd'hui, on voit qu'en démocratisant un petit peu ce plan de relance, en battant le pavé avec l'ADEME, avec la Banque des territoires, avec le sous-préfet à la relance qui ont été nommés dans ce but-là, BPI France en tant qu'opérateur, on se rend compte que beaucoup d'entreprises désormais soumettent des projets. Alors tous ne seront pas acceptés, mais en tout cas voilà, c'est le message à passer. C'est la porte d'entrée, c'est un guichet unique qui s'appelle France Relance. On dépose ses dossiers, c'est assez simple. Même si c'est jamais si suffisamment simple, mais au final c'est assez simple pour un dossier de subvention qui peut monter jusqu'à des montants assez conséquents. Et puis au final, si le dossier n'est pas accepté sur l'appel à projet, il peut être redirigé vers des opérateurs. Ça peut être les banques, ça peut être BPI France, ça peut être la Banque des territoires. Et je crois que c'est ça en fait. Il ne faut pas hésiter à se lancer pour ensuite être accompagné et redirigé par BPI France qui gère la plateforme sur ces appels à projets vers des dispositifs qui seraient soit plus intéressants, soit qui permettraient de
continuer et maintenir un accompagnement incitatif pour que le projet se fasse, etc., etc. Mais à côté de ça, il y a aussi des financements qui se font en direct par BPI France, au travers de l'argent qui provient de France Relance, mais au travers aussi de l'ambition de BPI France en tant qu'opérateur public-privé, comme la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, au travers du tourisme, on en parlera peut-être, mais également d'un grand enjeu qui est le climat et la transition écologique dans les entreprises de nos territoires, du financement des industries créatives et puis du rebond, tout simplement. Comment accompagner nos industries ou nos TPE à mieux se digitaliser, à mieux se robotiser, à mieux s'automatiser pour gagner en productivité et créer de la valeur dans un contexte un peu compliqué. Et je crois que la crise en ça nous a permis de gagner quelques années. Donc continuons dans cet effort-là. Et en tout cas, BPI France, on est vraiment sur cet item-là. Et puis on n'oublie pas l'innovation, l'international qui sont continue, bien sûr, encore plus importants peut-être, à nos yeux pour faire des champions de demain. Du coup, je donne les chiffres qui avaient été fournis par le préfet à la relance. Donc 16,5 milliards d'euros de PGE, 1,5 milliard d'euros des entreprises qui sont déjà allées chercher de l'argent du plan de relance, si je puis dire les choses ainsi, dont 800 millions d'euros rien que pour le département des Bouches-du-Rhône. Avant de voir comment l'Europe participe notamment sur le volet des entreprises, j'ai envie de poser la question à Fanny Jérôme. France Active avait déjà un plan de relance il y a un an. Aujourd'hui, vous vous inscrivez comment dans la relance numéro 2 ? La vraie relance, on espère. On s'inscrit, je vous rassure. Peut-être dire un tout petit mot sur notre positionnement, parce qu'on est un acteur un petit peu atypique dans le paysage. France Active, c'est un réseau associatif qui existe depuis 30 ans. On finance des projets qui ont des difficultés, soit du fait de leur profil, demandeurs d'emploi longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, vivant dans les quartiers politiques de la ville, soit du fait de la nature du projet entrepreneurial. Ils ont des difficultés à trouver des financements classiques. Ils ne rentrent pas dans les grilles d'analyse un peu classiques du monde bancaire. Voilà, donc on est amené à financer à la fois des projets de création d'entreprises par des personnes éloignées de l'emploi, mais aussi des projets qu'on appelle engagés. On va retrouver toute l'économie sociale et solidaire. Nous, on a 2 actions aujourd'hui importantes. La première, c'est notre portefeuille existant. Il faut qu'on puisse accompagner les entreprises qu'on a déjà financées. On a 50 000 structures aujourd'hui en portefeuille et on sait que dans le cadre de la relance, elles auront des besoins qui pourront être aussi des besoins de restructuration de leur dette ou d'accompagnement dans les dispositifs qui sont existants. Donc ça, c'est un point important. Donc on est en train de revoir tout notre accompagnement dans le cadre du suivi. Et puis on a ce deuxième enjeu qui est d'accompagner effectivement tous les projets qui cherchent à se développer ou à se créer. Il faut quand même savoir qu'en France, on a une dynamique de création d'entreprises assez phénoménale. On revient, nous, aux situations qu'on a connues en 2019. On a même une croissance par rapport à l'année 2019 sur l'activité de création d'entreprises. Donc, on voit que les Français entreprennent et créent des entreprises. La crise a montré, effectivement. Il y a eu aussi un boom de la création d'entreprises lié à la crise. En fait, on se retrouve quand même avec des besoins un petit peu différents. On entreprend sur des secteurs qui peuvent être différents. On a des besoins, effectivement, BPI France l'indiquait tout à l'heure, effectivement, on va avoir des besoins sur les enjeux de maturité numérique. On voit bien toute la place du click and collect aujourd'hui dans les modèles. Donc nous, en tant qu'accompagnateur, on doit être présent et pouvoir faire ce lien avec les dispositifs existants. Et puis, sur les projets que nous on appelle engagés, des projets où les entrepreneurs vont chercher à répondre à des besoins sociaux, on est aujourd'hui dans des évolutions très fortes. Les Français, pendant la crise, on consomme différemment, on entreprennent différemment, épargnent aussi différemment. Donc, il y a de l'intérêt, il y a de l'engouement, il y a des besoins sociaux aussi plus importants du fait de la crise. Donc, on se retrouve avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont des enjeux très forts de développement et pour le coup, qui n'ont pas forcément toujours cette culture d'investissement. Et donc, c'est aussi un des très grands enjeux qu'on a dans le cadre de la relance. Très bien. Monsieur Dumort, vous représentez la Commission européenne sur le territoire. Le rôle de l'Europe, on en a parlé depuis le début de la crise. Dans cette relance, quel est-il et comment se traduit-il sur le territoire ? Nous aussi, nous sommes des financeurs d'une certaine manière, mais on n'est pas des banquiers. Oui. Puisque le budget que nous avons pour les 7 prochaines années, c'est 1800 milliards d'euros. Ça fait beaucoup. En ordre de grandeur, c'est le double du budget des 7 dernières années. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a une vraie crise quand même à gérer, d'où le plan de relance. Et évidemment, l'apport de l'Europe, c'est, je dirais,
un apport de catalyseurs et de leviers. Et justement, sur le terrain, ça se traduit très concrètement à la fois par des subventions, donc de l'argent qui ne doit pas être remboursé, donc c'est quand même très intéressant, à la fois pour les collectivités locales, mais aussi évidemment pour les entreprises, et puis des prêts. Donc c'est à peu près 50% de prêts et 50% de subventions. Bon, c'est des ordres de grandeur, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui veut dire qu'au niveau français, par exemple, le plan de relance est de l'ordre de 100 milliards. Sur ces 100 milliards, 40 milliards viennent des fonds européens et les premiers versements qu'on attend tous se feront sans doute début juillet avec un effet rétroactif parce que bien entendu France Relance a déjà commencé depuis quelques mois puisque la crise est là, elle est urgente, etc. Ce qu'il faut bien comprendre avec l'Europe, c'est que c'est une relance solidaire. Donc on a affaire à une crise qui n'est pas mondiale, quoique, mais elle est surtout européenne, avec des écarts entre les pays. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, il fallait veiller, nous, en tant qu'instance européenne, à ce que la relance soit harmonieuse, qu'il n'y ait pas des pays qui restent un peu sur la touche, passez-moi l'expression, et que dans ce cadre-là, il fallait constituer des fonds financiers que nous n'avons pas forcément, et donc nous devons les emprunter. Et le plan européen de relance, c'est de l'ordre de 750 milliards. On y rajoute à cela une centaine de milliards, vous voyez comme quoi on jongle avec les milliards, pour un procédé d'indemnisation du chômage partiel dont ne bénéficie pas la France. Quelque part, tant mieux pour la France parce que les systèmes sont bien en place. Mais il faut savoir que dans de nombreux pays européens, il n'y a pas de couverture du chômage partiel. Et donc, c'est un cataclysme social qui frappait beaucoup d'économies et parmi celles-ci, des grandes. Alors, la France est la troisième bénéficiaire de ce plan de relance, derrière l'Espagne et l'Italie. Il y en a d'autres qui n'en ont pas vraiment besoin et qui seront même des créditeurs nets. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans la mesure où la relance est solidaire et la dette est commune, les remboursements ne se feront pas au prorata de l'emprunt, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont payer plus que d'autres au remboursement, donc ce qu'on appelle les pays les plus riches. On appelle ça des pays frugaux, c'est un peu malheureux à citer, mais des pays qui finalement ont une bonne gestion de l'économie, ont des systèmes performants, ils sont déjà redressés. Donc en termes par exemple d'endettement public, effectivement la France n'a rien à voir avec la Finlande et les Pays-Bas. Les Pays-Bas et la Finlande notamment étant les pays réticents pour continuer à investir pour l'ensemble des fonds européens, mais on l'a fait. Donc là il faut comprendre que c'est quelque part chez nous une révolution qui a pu prendre du temps. Donc je sais qu'il y a un certain nombre d'impatience sur le terrain, bien compréhensible, mais ce sera vraiment une relance solidaire à laquelle, évidemment, les entreprises peuvent souscrire à la fois en bénéficiant des subventions. La France, par exemple, jusqu'à maintenant, n'a pas demandé de prêt. Donc elle a demandé uniquement, les 40 milliards seront des subventions, à la fois aux entreprises et aux collectivités locales. Alors, les priorités sont celles que Richard a annoncées, vous aussi. C'est d'abord et avant tout ce qu'on appelle la transition énergétique ou climatique, donc la neutralité carbone. Et c'est vrai que le territoire investit déjà, la région notamment, investit déjà beaucoup dans ce domaine. Ce sera de l'ordre de 40% du total des fonds. La deuxième priorité, c'est ce qu'on appelle la transition numérique. Et on a bien vu qu'avec la crise, et surtout le confinement, on a été confronté quand même à l'accélération d'un certain nombre de bouleversements dans nos pratiques de travail, de consommation, etc. Et on n'était pas prêt pour beaucoup. Ça pose aussi des questions sur la formation des personnels, pas uniquement dans les entreprises, mais quand même. Le télétravail, c'était souvent une grande surprise pour beaucoup. Ça a été une révolution pour le coup. Oui. Ça a été une révolution qui est là pour durer, en plus, on le sait. Il n'y aura pas un effet de retour en arrière dans l'ancien monde, si je peux dire. Donc voilà, alors vous l'avez parfaitement mentionné, les fonds sont là, ils sont très abondants. Notamment le plan de relance, c'est un plan qui doit être engagé sur 2 ans. C'est beaucoup. Donc ça veut dire qu'en tout cas, les fonds européens, les 40 milliards, devront être engagés et dépensés jusqu'en 2024. Ils doivent être dépensés, vous venez de le dire, dépensés. Donc il faut que les entreprises il faut des projets. Viennent les chercher. Absolument, il faut des bons projets, avec des règles aussi, bien entendu, parce qu'une fois de plus, c'est de l'argent européen. Et que donc certains pays acceptent de jouer le jeu de la dette commune, à condition évidemment qu'il y ait des objectifs bien précis. On n'est pas là pour boucher uniquement des trous budgétaires. On est là pour investir dans le futur. C'est un plan de rebond, comme vous l'avez mentionné. Finalement, ça veut dire que c'est un plan de relance. Enfin, on a beaucoup parlé de l'Europe, on a souvent critiqué des solutions pendant la crise qui n'étaient pas prises à la dimension européenne.
Finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la relance sera sur cette dimension-là. Ah, complètement. Et pour la France, qui est quand même un grand pays exportateur, pas uniquement pour les fruits et légumes, mais pour beaucoup, c'est crucial parce qu'effectivement, exporter à qui? Si les autres économies sont en déclin, ça ne marchera pas. La France, de par son interrelation économique en Europe et dans le monde, a fondamentalement besoin de la bonne santé économique de ses voisins. Et c'est pour ça que cette relance doit être solidaire, européenne, voire plus, puisque nous aidons également les pays limitrophes à sortir de la crise, notamment les pays africains. Il y a eu un grand sommet dernièrement à Paris sur le financement des économies africaines. On sait très bien que si ça bascule au sud, outre la dimension économique très forte, puisque on a beaucoup parlé d'Afrique effectivement, notamment sur la relocalisation industrielle comme une solution par rapport à l'Europe. Il n'y a pas de naïveté. On sait très bien que les Chinois et les Russes sont présents sur les marchés, notamment pour le contrôle, l'investissement dans les métaux rares, qui vont alimenter toutes nos futures technologies. Et il faut qu'on y soit, et c'est un marché pour nous, enfin pour nous Européens et pour nous Français. Donc c'est très important. Vous rejoignez Nicolas Magintis quand il dit que les entreprises doivent venir chercher des fonds. Alors les fonds européens, c'est pas que pendant la relance, c'est aussi tout le reste du temps, si je puis dire ça ainsi. Mais comment est-ce que les entreprises peuvent venir compléter peut-être ce qu'elles peuvent avoir autrement en venant chercher des fonds européens ? Alors, il y a plusieurs niveaux, effectivement. Donc, dans l'ensemble des fonds, il y a une grande partie qui va directement à l'État français, qui ensuite le redistribue au niveau des régions, ce qu'on appelle les fonds d'investissement structurel. La région, par exemple, bénéficie d'1 milliard pour ce qu'on appelle le fonds de développement régional, une partie du fonds social, le fonds maritime, etc. C'est la région qui gère avec des appels à propositions. Il s'agit de subventions. Là aussi, c'est intéressant. Et ça cible également, bien sûr, les entreprises. Alors, une grande partie de nos fonds sont gérés au niveau, je dirais, plus central, plus européen. Je citerai un seul exemple, c'est le programme de recherche très ambitieux qui s'appelle maintenant Horizon Europe jusqu'à 2027 et qui bénéficie d'un budget de 100 milliards. Donc, c'est 30% de plus que le budget précédent, avec une orientation particulière sur les PME et voire les TPE, des toutes petites entreprises qui, jusqu'à présent, considéraient les programmes européens comme un petit peu dans la galaxie, inaccessible, etc. Il ne faut pas se mentir, c'est jamais très simple, mais on a dédié toute une partie de ce programme à l'innovation en aval de la recherche fondamentale, qui est le propre de nos grands programmes de recherche. Ouais. Et donc, pour ce faire, effectivement, il y a toute une série d'assistances auprès des entreprises pour les guider. Et je pense que souvent, au-delà du besoin de financement, il y a un besoin d'accompagnement. Je prends des exemples très clairs, par exemple, puisque nous sommes européens, donc notre dimension c'est l'Europe, voire le monde. Nous aidons les entreprises, et les toutes petites entreprises, à conquérir des marchés extérieurs ou à s'installer dans des filiales, etc. J'ai envie de demander à votre voisin ce qu'il en pense. Vous conseillez aux entreprises, aux petites entreprises, d'aller chercher des fonds européens quand elles ont besoin en complément ? Malheureusement, non. Pas en direct, mais par contre, au travers d'accompagnements faits par certaines banques ou BPI France sur ces fonds européens, sans le savoir, les entreprises peuvent bénéficier de fonds européens. C'est ça. Après, je pense qu'il y a un problème de communication qu'on a les uns les autres sur tout ça. Mais par exemple, prenons l'exemple d'un fonds régional de garantie que nous avons en région sud, qui a été redoté d'ailleurs pour accompagner la sortie de crise et la relance. Ce fonds régional de garantie est adossé à de la ressource européenne. Donc, lorsque l'on garantit un crédit bancaire à une TPE à hauteur de 80% sur des montants qui peuvent aller jusqu'à peu près au million d'euros, cette garantie-là, c'est de la ressource européenne, donc qui a été délivrée à l'État, aux régions, et la région a comme opérateur BPI France, comme peut avoir d'autres opérateurs, et donc il y a de la ressource européenne. Lorsqu'on parle de prêts sur l'innovation, de programmes innovants avec l'Europe, ou de prêts innovation avec de la ressource du Fonds européen d'investissement, c'est de la ressource européenne qui nous permet de faire du levier et de faire plus vite, et pour accompagner plus d'entreprises. Donc, il y a des petits logos qui se baladent, mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait communiquer un petit peu plus, et c'est notre responsabilité de le faire sur tout ça. En revanche, d'aller accéder directement à des fonds européens, je pense que la TPE, de reculer du territoire, n'ose pas. Donc voilà, on profite de cette tribune pour justement les inciter à taper à la porte. J'ai envie de poser la même question à Fanny Jérôme. Effectivement, nous non plus, on ne conseille pas forcément les fonds européens sur les TPE.
Il y a une question, en tout cas un peu de technicité qui effraie. Après, on a un sujet très fort dans l'entrepreneuriat social, puisque une partie, en tout cas, utilise des fonds européens, notamment le Fonds social européen, les fonds structurels, ou même du FEDER. Et les mouvements qui sont à l'œuvre, en tout cas qu'on accompagne, c'est plutôt des mouvements aujourd'hui de groupements solidaires pour pouvoir accéder en fait à ces fonds et se doter des compétences nécessaires de façon à pouvoir les gérer. Et donc c'est quand même un mouvement qui est à l'œuvre aujourd'hui et que du coup on pousse, en tout cas on accompagne pour leur favoriser l'accès. On a parlé TPE-PME, mais il y a des filières qui sont importantes sur le territoire. Le tourisme en fait partie. Comment est-ce qu'on accompagne le tourisme dans la relance? Le tourisme qui est une filière avec plein de métiers dedans. Comment est-ce que vous accompagnez le tourisme? Je voudrais juste, avant de répondre à votre question, parler également des territoires et de l'Europe, puisqu'en fait, nous aussi, je vous en prie. la Banque des territoires, nous refinançons auprès de la BEI en partie. Et en fait, il y a les grandes collectivités locales et métropoles qui sont en relation directe avec la Banque européenne d'investissement. Mais les petites collectivités locales, forcément, on n'y pense pas. Et donc, nous sommes aussi le guichet puisqu'on se refinance auprès de la BEI et on peut prêter, grâce à de la ressource européenne, à des petites collectivités. Alors, c'est vrai que les petites collectivités ne le savent pas, mais en fait, on est un peu le guichet aussi de la BEI sur les... Que des bonnes nouvelles ce matin. Oui, vous voyez. N'est-ce pas? Alors, sur le tourisme, écoutez, je suis ravi de cette question parce que j'ai mon collègue et mon cousin. Oui, votre cousin, on va lui poser la même question. Parce qu'on est un peu, on revendique être la banque du climat et la banque du tourisme également, lorsqu'on cumule un petit peu nos engagements en faveur de la TE ou du tourisme. Alors, sur le tourisme, en fait, on s'est réparti le rôle. C'est-à-dire que moi, j'interviens sur l'aquarium. J'aime bien tirer cette expression parce que l'aquarium, c'est l'immobilier, c'est l'infrastructure. Et puis, il y a le poisson, c'est l'exploitation. Et c'est Nicolas qui intervient auprès des exploitants. Donc, soit en financement, enfin, je te laisserai en parler. Mais nous, sur le tourisme, on est bien évidemment très volontariste sur cette région, d'autant plus. Et on a posé une première pierre, par exemple, à Risoul, il y a une quinzaine de jours. Donc, on travaille sur le littoral. On travaille aussi dans les Hautes-Alpes, sachant que, vous savez, il y a un grand plan sur l'avenir des stations, sur la reconversion. On va en reparler après, effectivement, oui. Mais sur le tourisme, oui, on a un engagement fort sur l'immobilier. C'est travailler sur à la fois des nouveaux équipements. C'est travailler aussi sur... j'allais dire l'amélioration, puisqu'il y a quand même beaucoup d'hôtels qui ne sont peut-être plus forcément aux normes. Donc, on parle maintenant de la TE, etc. Donc, c'est aussi leur donner les moyens. La TE, vous traduisez pour ceux qui nous suivent? Transition énergétique. Transition énergétique, voilà. Transition énergétique. Je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, mais quand même. Voilà, c'est vrai. Les hôteliers, notamment, ont été à l'arrêt pendant de nombreux mois. Et il y a justement cet outil de production qu'il faut relancer. Et ils ont des besoins, alors ça c'est peut-être plus une question pour BPI France, mais il y a des besoins sur l'outil de production qui a souffert finalement de l'arrêt. Et je parlais avec des hôteliers qui me disaient, mais on a telle machine qui ne redémarre pas, et du coup ce sont des coûts supplémentaires qu'ils doivent prévoir pour se relancer eux-mêmes. Exactement. Le secteur de tourisme, nous, on est très proche, puisque parmi les ancêtres de BPI France, on s'appelait auparavant le Crédit Hôtelier. Et on a toujours accompagné énormément le secteur du tourisme, et donc là on le fait de façon conjointe depuis quelques années, mais on a accentué le rapprochement au début de la crise en mettant en place des actions très fortes avec les équipes de Richard en région sur l'accompagnement. Donc effectivement, la partie Banque des Territoires va financer l'infrastructure, va financer l'immobilier, va prendre des prises de participation dans des groupes conséquents du territoire. Et puis nous, on va financer cette exploitation, on va financer la perte d'exploitation liée à la crise sanitaire et à la fermeture des établissements. On va venir compléter l'intervention des banques au travers du prêt garanti par l'État via un prêt que l'on appelle le prêt tourisme, tout simplement, qui est ouvert à toutes les entreprises du secteur du tourisme, du près ou de loin. Il ne s'agit pas simplement de l'hôtellerie ou de la restauration. On cite l'événementiel, on cite des autocaristes, voilà, ouais. Tout ce qui touche de près ou de loin au secteur du tourisme. Et on se rend compte qu'effectivement, au-delà du besoin de trésorerie qui sont en final assez bien couverts par le PGE,
les entreprises nous ont beaucoup sollicité pour se moderniser, pour se digitaliser, pour se dire que des bookings, ça va, mais ça va un moment parce qu'on détruit de la valeur alors qu'on pourrait l'intégrer. On en profitait pour se concentrer, on voit des rapprochements qui se sont faits, etc. Et donc on a beaucoup financé au final sur les derniers mois, moins de besoins de trésorerie, mais plutôt des besoins liés à la modernisation, à la relance, à préparer comment on va ouvrir. Avec un crédit qui bénéficie d'une garantie de la Banque des Territoires, qui permet de faire sur 10 ans, avec du différé de 2 ans, un accompagnement sans aucune garantie pour le chef d'entreprise. Et à côté de ça, on muscle l'intervention en proposant des systèmes d'obligations convertibles, donc d'être un peu in fine pour venir un peu soulager le haut de bilan des entreprises et enjamber le prêt garanti par l'État. Et on n'oublie pas un volet très fort de notre action qui est le coaching. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'hôteliers, ou de restaurateurs qui sont à la tête de groupes, de 2-3 établissements, mais qui sont tout seuls, qui sont concierges, secrétaires, commerciaux, etc., etc. Et surtout chefs d'entreprise. Donc là, l'idée, c'est de les accompagner à lever la tête du guidon et préparer ce rebond. Et ce rebond, ça passe par la réouverture, effectivement, et donc les investissements nécessaires à la réouverture de l'outil. Rapidement, j'aimerais bien qu'on évoque le plan montagne qui a été signé il n'y a pas si longtemps. On vient de parler du tourisme. C'est vrai que les stations ont vécu 2 saisons blanches, pour reprendre une expression qu'on connaît bien, ou 2 saisons noires selon comment on voit les choses. Un peu ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, c'est que même ce secteur-là se posait déjà des questions sur comment le consommateur consomme le ski ou l'activité en montagne. C'est quoi les enjeux de la relance dans le plan montagne ? C'est une très bonne question, Laurence. C'est vrai que le plan montagne, il est là justement pour permettre aux stations, on ne pourra pas enlever le ski, mais essayer de donner des moyens supplémentaires. On a bien vu que l'année dernière, par exemple, en juillet-août, les stations de ski ont eu un très rebond. bien fonctionné, Les stations de montagne ont eu un rebond, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu voyager à l'international. Ils se sont finalement... ils sont allés dans les montagnes, tournés vers des montagnes, bien sûr. Et donc il y a beaucoup d'activités. L'enjeu, c'est à la fois de donner les moyens à ces stations, de diversifier un peu leur activité, de moderniser leur parc. Il y a ce qu'on appelle les lits froids. Bien sûr. Les lits froids, c'est un appartement qui est utilisé une fois par an. Donc c'est comment essayer justement de remettre dans les circuits de distribution ces logements qu'il faut qu'on réhabilite, parce que on a entendu souvent parler du studio cabine des années 70, qu'il faut rafraîchir, etc., qu'il faut qu'on remette au goût du jour et les remettre dans les circuits de distribution. C'est travailler sur également l'animation, sur la mobilité aussi. Il y a beaucoup d'enjeux sur la montagne. Et justement, ce plan montagne qui a été annoncé il y a une quinzaine de jours donne beaucoup d'ingénierie. C'est l'ingénierie de projet dont je vous parlais à l'instant. Ça permet aussi nous, on va cofinancer des chefs de projet qui vont être là avec les élus pour travailler sur la station de demain. Comment on va arriver à une smart station, comment on va travailler sur les sujets d'énergie, de mobilité, d'immobilier, d'attractivité. Beaucoup d'enjeux sur ces stations qu'on va accompagner. Et en fait, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, très peu de personnes le savent, mais on a 60 stations de ski. Alors, avec des niveaux d'altitude différents, on avec a des cibles différentes d'ailleurs aussi. Oui, il y a des très belles stations quand même, qui peuvent concurrencer celles de Savoie aussi. Je pense à Montgenèvre, à Serre-Chevalier, les Arcs, les Ors. Donc beaucoup de belles stations qu'il faut qu'on accompagne pour qu'elles soient encore beaucoup plus, j'ai envie de dire, compétitives. Non, mais pour préparer demain. Peut-être à l'Europe, oui, parce qu'elles sont aussi des concurrents européens. On en avait parlé notamment dans l'épineuse question de faut-il réouvrir les stations. Il y avait des concurrents en Europe qui ouvraient. Les pays accompagnent pareil. Oui, allez-y. Oui, voilà un exemple où l'Europe, effectivement, est fondamentale. Les Alpes appartiennent à la France, à l'Italie, à l'Espagne, à la Slovénie, à la Suisse, à l'Autriche, etc. Les Pyrénées à l'Espagne. La problématique est la même. À la fois le grave risque du réchauffement climatique, et donc effectivement le problème qu'il n'y a pas de neige dans les stations à basse altitude, qui sont un phénomène récurrent et qui ne peuvent que s'aggraver dans le temps. Et puis évidemment la pandémie qui a conduit à tout simplement fermer pendant deux saisons l'ensemble des stations de manière inégale. Donc nous, il a fallu qu'on intervienne également, à part avec la Suisse, qui, comme vous le savez, ne fait pas partie de l'Union européenne. C'était un peu plus délicat effectivement d'imposer à nos amis suisses de ne pas ouvrir les stations pour ne pas faire des biais de concurrence. Mais ça s'est passé plutôt bien. Il n'empêche qu'effectivement, on voit la valeur ajoutée de l'Europe. Par défaut, si l'Europe n'existait pas, ça aurait été un chaos total. Et de même, si même la France
où la région de la Haute-Savoie fait des miracles en termes d'investissement dans les infrastructures, ça ne réglera rien au niveau global, parce que le massif alpin est ce qu'il est, et que le problème doit être réglé au niveau européen, de manière à ce que, il y ait une concurrence saine entre effectivement les différentes stations, et que les investissements sont tellement massifs que pour sauver quelque part la montagne telle qu'on l'a connue, en tout cas moi quand j'étais petit, il va falloir que l'ensemble des pays européens directement concernés fassent les mêmes investissements, et que effectivement les consommateurs qui viennent du quatre coins du monde, ce que nous souhaitons, effectivement payent aussi leur quote-part, c'est-à-dire dans des infrastructures de qualité, des services très diversifiés que l'on voit de plus en plus, et puis beaucoup d'innovation qui passe aussi par le numérique. Et derrière tout ça, c'est la formation des personnels, à la fois dans les entreprises, être capable de trouver des personnels qualifiés pour investir là-dedans, et puis le personnel de maintenance, avec des vrais problèmes de déficit en qualification qu'on a souvent, particulièrement en France, mais malheureusement un peu partout également. Nicolas Magintis, le mot de la fin. Le mot de la fin, oui, la réponse à la question qui a été initiée, est-ce qu'on accompagne les entreprises du secteur? Oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que BPI France, on accompagne les entreprises privées. Donc, la partie publique, remontée, etc., sauf si c'est privé, on en fait. C'est plutôt sujet banque d'État. Nous, on va accompagner tout ce qui est autour de ces stations, donc les commerces qui ont beaucoup souffert, les hôtels, et aussi muscler notre intervention sur ceux qui ont bien réagi après cette crise, parce qu'on se rend compte qu'il y a eu un fort déport de clientèle française qui partait à l'étranger, qui s'est recentré un peu sur les basses altitudes, les stations de basse altitude. Et donc des établissements qui ont fait des bonnes années, j'ose le mot, et au final qui se disent si ça continue, je vais devoir peut-être accueillir un petit peu plus, donc je vais devoir agrandir mes capacités d'accueil, etc., etc. Et donc on a aussi pas mal de sollicitations sur ces opérateurs-là qu'on ne voyait pas forcément, qui sont plutôt dans les secteurs ruraux, et qui se disent que on va jouer sur l'attractivité de mon territoire. Donc nous on veut participer c'est une bonne nouvelle, du coup. À tout ça. Parfait. Merci à tous les quatre. Merci Fanny Jérôme d'avoir été avec nous. Merci Richard Curnier. Merci Nicolas Magintis. Et merci Alain Dumort.